musharaka et l'autre qui est la murabaha. On va commencer par la murabaha, ensuite on verra l'autre, incha'Allah. Donc la murabaha, c'est celle qui existe aujourd'hui. Ce qui existe aujourd'hui en France, que nous-mêmes on propose et qu'on fait tous les jours depuis un peu plus d'un an et demi. Donc comment fonctionne l'opération de murabaha? Grosso modo, c'est une vente, d'accord? Dedans, vous sentez déjà murabaha ya ribh, d'accord? Donc c'est une vente avec une marge. Et en fait, cette marge, la particularité de ce contrat, c'est que la marge, elle va être divulguée, d'accord? On va dire que voilà, j'ai acheté la maison à 100 000 et je te la vends à 120 000, d'accord? Qui différencie avec d'autres contrats de vente où on ne divulgue pas. Quand vous achetez une baguette chez le boulanger, il ne vous dit pas combien il a acheté sa baguette ou à combien il l'a produit. Vous l'achetez, le contrat il est halal, il ne s'appelle pas murabaha. Murabaha, c'est lorsqu'on divulgue le prix de revient. D'accord? Et donc, par une règle de 3 très simple, on a donc la marge qui est réalisée par le vendeur. Ensuite, murabaha, ça peut se faire au comptant. Par exemple, j'achète ce téléphone, je l'ai acheté à 100 €, je te le revends à 120 €, je te le dis, je l'ai acheté 100, je te le revends 120 et tu me payes tout de suite. D'accord? Ça s'appelle murabaha. Ensuite, on peut ajouter une composante de crédit. Alors attention, pas qu'il y en ait qui sortent, qui disent ah, la hawla quwwata illa billah. Je le savais, ça allait venir un jour, j'aurais dû éteindre peut-être les enregistrements. Faut pas couper hein, au moment où on dit crédit. Parce qu'en fait, le crédit, ça a une définition qui est galvaudée, qui est que nous, on a, par abus de langage, quand on dit crédit, bah, c'est le prêt à intérêt à la banque. En fait, un crédit, c'est un délai, d'accord? C'est un délai de paiement ou de remboursement. C'est un délai de versement. C'est octroyer un délai, d'accord? Donc, quand on dit ajouter une composante de crédit, ça veut dire que j'ai dit 100, j'ai acheté 100, je revends 120, mais j'autorise l'acheteur à me payer soit en plusieurs fois, soit à un terme fixé en une seule fois. D'accord? Donc, c'est ce qu'on fait. Et donc, cette mensualité, enfin, ce paiement différé, on le fait sous forme de mensualité. Et donc, ça équivaut finalement d'un point de vue des flux financiers. C'est-à-dire que au final, pour ce que le client, l'acheteur, ce qu'il décaisse au début sous la forme d'un apport personnel et qui ensuite il va compléter par le paiement de mensualité, ça revient d'un point de vue purement calculatoire au même qu'un prêt à intérêt conventionnel. J'ai bien dit purement calculatoire. Donc, on va juste, là c'est juste par conscience scientifique, on va dire qu'on vous met une définition en bonne et due forme. Donc il y a une définition un peu générique et puis il y a une définition, celle qui est en italique, qui est tirée en fait de... Si je ne me trompe pas, je ne vais pas dire de bêtises parce que je n'ai pas mis la source. Normalement, on met la définition qui est dans l'instruction fiscale. Mais bon, à la kulli hal, vous avez les définitions. Une opération d'achat-revente avec une marge bénéficiaire, le prix de revient de l'actif vendu et la marge du revendeur sont connus des parties contractantes. Ça, c'est ce que je vous ai dit juste avant. Et ensuite, pour le banquier, donc pour le banquier, lui, ça revient à quoi? Ça revient à un financement. D'accord? C'est un contrat de financement. Au terme duquel un client demande explicitement à un financier, donc c'est bien la définition de l'instruction fiscale, explicitement à un financier de financer l'achat d'un actif déterminé, donc en général une maison, ou d'un portefeuille d'actifs déterminés, en réalisant en particulier 2 transferts successifs de propriété. D'accord? Donc là, on voit un point important qui est le fait que la banque, d'abord, elle va acheter le bien, elle va acheter la maison. D'accord? Une fois qu'elle a acheté la maison et qu'elle est devenue réellement propriétaire en signant chez le notaire avec l'acte de propriété, etc., ensuite, elle va revendre ce bien au client. D'accord? Donc le vendeur vend l'actif à un financier qui le revend à un client moyennant un prix payable à tempérament supérieur au prix d'acquisition, à hauteur d'un profit. Donc il a acheté par exemple à 100 000 € et il revend au client à 120 000 €. Est-ce que le schéma est clair pour tout le monde ou pas? Donc premièrement, la banque achète, elle devient réellement propriétaire. Deuxièmement, elle revend au client. Et lorsqu'on signe la revente, le client est immédiatement propriétaire. D'accord? Lorsqu'il signe
il verse une partie du prix au comptant, ce qu'on appelle l'apport personnel, et le reste du prix, par exemple 120 000 euros, lui il a un apport de 30 000 euros, il verse 30 000, il reste 90 000, ces 90 000 là seront échelonnés, seront payés sous forme de mensualité pendant une certaine durée. D'accord ? Donc il y a différentes applications pour la murabaha. Là on a parlé du financement immobilier, mais juste là on précise le fait que c'est un contrat, c'est une mécanique que l'on peut utiliser également pour d'autres besoins. D'accord ? On pourrait le faire par exemple pour l'automobile. Financer une voiture, on peut le faire comme ça aussi. On achète la voiture à 10 000 euros, on la revend à 12 000 euros, la personne paye sur 3 ans. D'accord ? C'est possible. Dans l'import-export également, on achète les produits, on les revend plus cher, avec des délais de paiement, etc. Donc on synthétise un petit peu ce schéma. Donc la maison est achetée par la banque, revendue à tempérament. Le client devient propriétaire lors de la revente, c'est ce que j'ai précisé qui est un point important parce que souvent les gens me disent « Ah, est-ce que je serai propriétaire qu'une fois que j'ai tout payé ?» Ce n'est pas le cas, le client est propriétaire dès qu'il signe, ce qui implique que notamment il ait le droit de faire ce qu'il veut avec le bien. Imaginons qu'il veut le revendre au bout de 6 mois ou 1 an, il n'a pas encore fini de payer et il veut le revendre, il a le droit de revendre. D'accord ? Ensuite, à la fin de la durée du financement, donc la banque aura perçu, avec une petite faute d'accord dont je m'excuse, la totalité de sa créance sur le client. Et donc ça en fait un contrat de vente, on appelle ça un contrat de vente à tempérament. Tempérament, c'est la notion de différé. Donc on va essayer de comparer un petit peu ce contrat avec un prêt à intérêt classique. Donc ce qu'on voit grosso modo, c'est que dans un prêt, c'est simple, la différence fondamentale, c'est que dans un prêt à intérêt, la banque, elle ne touche jamais au bien immobilier. D'accord ? Vous lui dites, je veux acheter ce bien, elle dit d'accord, combien coûte ce bien ? Tant. Vous avez combien d'apport personnel ? Vous avez 30 000, le bien coûte 100 000, très bien, je vous prête 70 000, et avec des intérêts, donc X% par an, et à la fin, ça fera 120 000. D'accord ? Dans le cas de la murabaha, la grande différence, c'est le fait que la banque devienne propriétaire et ensuite revende. Donc on est bien dans une opération de commerce, j'achète et je revends, alors que dans le cas du prêt intérêt, on est dans le cas d'un prêt. Or, un prêt, en islam, al-qard, il ne veut pas y avoir de contrepartie, comme on l'a vu tout à l'heure. Donc un prêt, d'ailleurs, dans la classification des contrats de finance islamique, on met le prêt dans at-tabarru'at, c'est-à-dire les contrats de bienfaisance. D'accord ? Le fait de prêter de l'argent sans intérêt en islam, c'est un acte de bienfaisance. D'accord ? Donc voilà pour ce qui est de la différence. Alors j'insiste sur un point parce que souvent aussi c'est une question qui nous est posée. On nous dit, ah donc vous achetez à 100 000, après vous revendez à 120 000. Ah bah c'est pareil alors, vous gagnez quelque chose dans l'affaire. Oui, on gagne quelque chose. D'accord ? Mais ce qui est illicite, ce n'est pas de gagner quelque chose. C'est comment on gagne ce quelque chose. D'accord ? Donc souvent les gens croient que la finance islamique c'est le prêt à taux zéro. D'accord ? Ce n'est pas le cas. Parce que comme je l'ai dit juste avant, al-qard, d'ailleurs on appelle souvent al-qard al-hasan. Pourquoi ? Parce que c'est un acte de bienfaisance. Je prête de l'argent à quelqu'un, je le dépanne, je l'aide, je le responsabilise en lui demandant de me rembourser, je prends un risque parce qu'il se peut qu'il ne me rembourse pas, et pourtant je n'ai pas d'upside, c'est-à-dire je n'avais aucun gain dans cette affaire, je n'avais aucun gain ni prévisionnel ni quoi que ce soit. Je savais d'emblée que je lui prêtais et que je n'aurais rien en retour. Pourtant j'ai accepté de le faire en prenant le risque qu'il ne me rembourse pas. Et en plus en lui donnant un délai de paiement, c'est-à-dire en sacrifiant entre guillemets mon argent pendant un temps. D'accord ? Donc tout ça en fait, toutes ces composantes font du qard un contrat de bienfaisance. Donc vous imaginez bien que ça ne peut pas s'intégrer dans une optique commerciale. D'accord ? Une banque ne peut pas faire de qard. Ça n'a pas de sens. D'accord ? Parce que sinon comment on paye les charges ? Qui paye le loyer ? Qui paye les employés ? Qui paye les ordinateurs ? Qui paye tout ça ? C'est pas possible. D'accord ? Donc non, en fait, le riba il a été interdit parce que entre le prêteur et celui qui emprunte, il y a un profit. C'est que je profite de la faiblesse de la personne. Je dis, je te prête par exemple 100 €, mais tu vas me rendre, je sais pas, 10 € par mois. Mais à la fin,
ça fera 120. Mhm. Donc en fait, j'ai profité un peu de sa faiblesse parce qu'il n'a pas les moyens. Mhm. Alors, la murabaha, donc j'ai très bien compris ce que vous avez dit, sauf que si moi je veux acheter une maison, le prix du marché de la maison, il est de 200 000 euros. J'ai pas les moyens. Donc la banque islamique va intervenir, elle va acheter ce bien à 200 000, sachant que c'est le prix du marché. Mais elle va me le vendre à 220 000. Ouais. Donc en fait, elle va en même temps profiter de ma faiblesse, parce que j'ai pas les moyens. Elle va me vendre un bien supérieur au prix du marché. Est-ce que c'est licite ou illicite? Alors, en fait, dans votre question, il y a un point qui est important. Le point important, c'est que lorsque on prête, d'accord, l'interdiction de riba, comme vous avez dit, c'est l'une des raisons, c'est effectivement l'injustice qu'elle crée, d'accord, qu'elle provoque. Parce que ceux qui ont le capital, ceux qui ont l'argent, vont systématiquement, entre guillemets, asservir, et c'est ce qui se passe aujourd'hui dans le monde, hein, asservir ceux qui n'ont pas d'argent, avec l'intérêt. C'est leur arme, c'est l'intérêt. C'est je t'enfonce, je t'enfonce, je t'enfonce, moi je m'enrichis, mais qu'est-ce qui pose problème réellement dans l'intérêt pour le prêteur? Ce qui pose problème, c'est le gain sans cause. C'est-à-dire que je gagne de l'argent sans rien faire et sans prendre de risque. C'est uniquement mon statut de capitaliste, c'est-à-dire de détenteur de l'argent, dont je profite pour gagner encore plus d'argent, sans prendre aucun risque. D'accord? Pourquoi est-ce qu'on paye la zakat? Ça, c'est une question, en général, 99% de réponses fausses. Mais on va essayer. Ah, masha'Allah, ça c'est très bien. Voilà, bah, t'es le centième. T'es le 1%. Masha'Allah. La plupart des gens répondent quoi? Ah, c'est voilà, pour aider les pauvres, etc. D'accord? C'est la solidarité, c'est cava. L'objectif principal, c'est pas ça. L'objectif principal, c'est ce que vient de dire le frère. Empêcher la thésaurisation. Thésaurisation, c'est quoi? C'est mettre l'argent sous les matelas. D'accord? Donc l'objectif, c'est quoi? C'est de faire tourner l'argent dans l'économie. On est d'accord? Faire tourner l'argent. Si tu ne fais pas tourner l'argent, tu seras pénalisé. Tu vas payer 2,5%. D'accord? On va te ponctionner jusqu'à ce qu'il ne reste plus rien. Et il faut 40 ans pour qu'il n'y ait plus rien. 40 ans, c'est rapide, c'est vite fait. Hein. Vous mettez un capital, vous faites la formule avec la puissance, etc. Et vous trouverez qu'en 40 ans, il n'y a plus rien. Donc si vous avez un capital que vous laissez dormir et que vous payez la zakat dessus, dans 40 ans, il est fini. D'accord? Sans compter l'inflation qui va en plus dévaloriser votre argent. Donc, la zakat, elle est faite pour que l'argent tourne dans l'économie. Maintenant, le problème avec l'intérêt, c'est lié. C'est que celui qui a le capital, il ne prend aucun risque. Il fait que prêter et il profite de son statut de détenteur de capital pour gagner plus d'argent. Alors que celui qui fait du commerce, et là, la murabaha, c'est une opération de commerce. Celui qui fait du commerce, il fait tourner son argent. Je vais reprendre un exemple. Je vais reprendre votre exemple. J'achète la maison à 200 000 euros. D'accord? J'envisage de vous la revendre à 220 000 euros. On a prévu de signer ensemble lundi prochain. Demain, il y a un ouragan, la maison part. Qu'est-ce qui se passe? J'ai perdu tout mon argent. D'accord? Donc j'ai pris un risque. Mon risque, c'est le risque d'un commerçant. Quels sont principalement les deux risques auxquels fait face tout commerçant? Quels sont les deux risques auxquels fait face tout commerçant? Le 1% aussi, il va répondre bon direct, donc comme ça on peut avancer. La perte du bien et le défaut de paiement. La perte du bien et le défaut de paiement. Alors l'insolvabilité, ça c'est un autre problème, parce que l'insolvabilité, le défaut de paiement, il est lié au crédit, il est lié au différé de paiement. Mais là je parle d'un commerçant, même il vend spot, il vend au comptant, hein, il vend comme, je sais pas. Premier risque, l'invendu. Deuxième risque, voilà, la destruction de ses biens, la destruction de sa marchandise. D'accord? Donc c'est deux risques. C'est exactement la même chose ici. D'accord?
Si vous arrive quelque chose avant lundi, bah, lundi, vous ne pouvez pas venir signer. Donc moi, je me retrouve avec une maison entre les mains. Je l'ai acheté 200 000. Peut-être qu'après, je vais courir à droite à gauche pour la revendre. Et ben, je vais la vendre à 180 000. Donc j'aurais perdu dans l'affaire. On m'a dit lundi, peut-être que aussi, samedi ou dimanche, il y a un ouragan, la maison elle part, j'ai perdu 200 000. Ou bien la moitié qui est partie, j'ai perdu 100 000. D'accord? Et en plus, vous n'allez plus me l'acheter du coup. D'accord? Donc je prends des risques, je fais tourner mon argent dans l'économie, et c'est ce risque-là qui légitime le gain. D'accord? Après, le fait que je vous octroie un délai de paiement, qu'on se mette d'accord sur une chose, quand on octroie un délai de paiement, ça ne veut pas forcément dire que la personne n'a pas les moyens. Vous avez les moyens. Il y a plusieurs échelles. Barakallahu fik, donc vous avez les moyens. Mais si par contre vous venez me dire je veux acheter un palace à 5 millions, d'accord, avec un financement sur 20 ans, je vais vous dire vous n'avez pas les moyens. D'accord? Peut-être que si vous me dites je veux acheter un bien à 150 000 euros, j'ai que 30 000 euros aujourd'hui, on va faire un calcul et on va trouver que vous avez les moyens. D'accord? Bien sûr, après, demain vous pouvez devenir milliardaire et voilà. Mais vous avez les moyens capitalisés. Vous avez les moyens dans le temps. D'accord? Et le délai de paiement, il sert à ça. Il sert à vous donner une facilité. Parce que moi, je gagne 2 000 euros par mois. Je vais pouvoir vous payer 600 euros par mois, par exemple. Mais aujourd'hui, je n'ai pas les 100 000 euros. Vous voyez ce que je veux dire? Donc ça n'a rien à voir avec le fait d'avoir les moyens ou de ne pas avoir les moyens. D'accord? Par exemple, au bout de certaines années, la personne ne peut pas payer. Alors que le bien, normalement, une fois qu'il a acheté, le bien lui appartient. Si au bout, par exemple, de 10 ans, il ne peut pas payer. Alors, ce qui est prévu lorsque la personne fait face à une difficulté, alors il y a plusieurs étapes. La première étape, c'est d'étudier sa situation. Déjà, de lui proposer, déjà en général, sur plusieurs mois, il ne paye pas, c'est pas grave, on relance, etc. On voit si la personne retrouve son souffle. Si ce n'est pas le cas, on étudie la situation de la personne, au cas par cas. Vraiment dans le détail. Savoir est-ce que c'est une difficulté réelle, due à par exemple une perte d'emploi ou autre, une difficulté passagère, ou est-ce que c'est quelqu'un qui joue au casino tous les week-ends. D'accord? On va prendre le cas de la personne qui a fait face à une vraie difficulté. Cette personne-là, ce qu'on fera, c'est que dans un premier temps, on va voir si c'est une difficulté passagère. C'est-à-dire que voilà, je ne sais pas, il y a eu un pépin de santé ou autre, il y a eu des coûts, elle a dû payer quelque chose d'assez, décaisser une somme importante pendant un moment et après ça va revenir. Ok, donc on voit si on peut rééchelonner. C'est-à-dire, par exemple, lui octroyer un délai supplémentaire, rajouter 6 mois, rajouter 1 an, etc. Pour lui permettre de passer cette période difficile. Si on voit que, alors si on fait ça, chose qui est très importante, on n'a pas le droit d'augmenter le prix. D'accord? On n'a pas le droit. Le prix, c'est le prix. On a dit 220 000, c'est 220 000. Même si on rajoute 1 an. Alors qu'avec une banque conventionnelle, on va vous dire, ah oui, vous voulez rééchelonner, vous voulez rajouter combien? 6 mois, 1 an, 2 ans, il n'y a aucun problème. Il y a juste à demander. Par contre, on va vous recalculer l'intérêt et on va augmenter ce que vous devez. Donc là, on n'a pas le droit de le faire. Ensuite, si on voit que la difficulté, elle est durable, elle dure, elle n'est pas passagère. C'est vraiment une situation qui, ça ne pourra pas s'arranger, ou en tout cas à court terme, on ne voit pas de possibilité pour que la situation s'arrange. Dans ce cas, la banque proposera dans un premier temps au client de revendre le bien par lui-même. D'accord? De manière à pouvoir revendre le bien dans les meilleures conditions et ainsi pouvoir en tirer le meilleur prix. Sachant que la banque, lorsque la banque vend le bien, lorsqu'on signe, il y a également ce qu'on appelle en fait une sûreté. C'est l'équivalence, vous connaissez en général, vous connaissez ce qu'on appelle l'hypothèque. D'accord? Donc il y a un genre d'hypothèque, ce n'est pas une hypothèque à proprement parler, mais ça y ressemble. C'est ce qu'on appelle un privilège de vendeur. Donc ça donne un droit privilégié au vendeur sur les fruits d'une éventuelle revente du bien. Donc tout à l'heure, je vous disais, vous êtes propriétaire, si vous voulez revendre au bout de 2 ans, vous avez le droit. D'accord? Mais quand vous allez aller chez le notaire, vous allez signer la vente. Ah, j'ai vendu, alhamdoulilah. Hein. Le notaire va dire, hop, 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 attendez, il y a une sûreté, il y a un privilège de vendeur au nom de la banque telle, avec un montant de 80 000. Vous avez vendu à 150 000, on va enlever les 80 000 qui vont partir directement à la banque et vous allez récupérer 70 000. D'accord?
Donc ça, c'est ce qu'on appelle le privilège de vendeur. Donc du coup, on va proposer au client de vendre par lui-même pour pouvoir vendre au meilleur prix, d'accord, dans les meilleures conditions. Là où, habituellement, une banque conventionnelle, qu'est-ce qu'elle ferait? Elle dit, voilà, elle saisit. Elle dit, ah, vous n'avez pas payé? Ok. Elle prend la maison, elle met la maison en vente aux enchères. Et donc, à quel prix elle va mettre la maison en vente? Vous me devez combien encore? 80 000? La maison, elle vaut 300 000? Peu importe. Moi, je la mets en vente à 80 000. Pourquoi? Parce que moi, vous me devez 80 000. Le reste, ça me fait ni chaud ni froid. Que vous récupérez quelque chose dans l'affaire ou que vous vous retrouviez les poches vides, c'est pas mon problème. D'accord? Je vais à la rue. Et à la rue, voilà, en plus. D'accord? Donc ça, nous, on le fera pas. Ce qu'on fait dans un premier temps, c'est proposer à la personne de vendre par elle-même. Parce que si elle vend par elle-même, elle pourra peut-être vendre à 300 000, voire plus. Mais il peut aussi D'accord. vendre plus bas. Elle fait ce qu'elle veut. Elle fait ce qu'elle veut. Dans ce privilège de vente, c'est vous que vous allez être perdant. Ah non, non, ça par contre, c'est pas possible. Non, non. Et de toute façon, il y a des alertes au niveau des notaires. Donc pareil, quand le client veut vendre le bien à un prix qui est inférieur au montant qui figure dans l'hypothèque, l'équivalent de l'hypothèque, il y a une alerte. Et donc le notaire appelle la banque pour dire, attendez, là il va vendre son bien à tel prix et donc il n'y aura pas suffisamment pour vous payer. Et de toute façon, on ne peut pas vendre un bien plus ou moins 20% de sa valeur de marché sans que ça déclenche des alertes. Ça, ce sera pour votre connaissance aussi. Si vous vendez 20% moins cher que le prix du marché, on va vous soupçonner de fraude fiscale, d'accord, d'évasion fiscale. Non, pas évasion fiscale, fraude fiscale. Et si vous vendez 20% plus cher que le marché, on va vous soupçonner de blanchiment d'argent. D'accord? Donc en gros, si vous vendez un bien qui coûte 100 000, vous le vendez à 50 000, on va vous dire, est-ce qu'il n'y a pas une enveloppe qui est passée sous la table ou... D'accord? Donc vous allez avoir des alertes, des contrôles, des enquêtes, etc. Et si vous vendez plus cher, on va dire, oui, d'accord, j'ai compris. Il a vendu à 150 000 au lieu de 100 000 parce qu'en fait, la personne de l'autre côté, elle doit blanchir de l'argent. D'accord? Et donc, on fait passer ça par des opérations immobilières. Donc, j'arrive enfin à la dernière étape. Si on a proposé à la personne de vendre et que la personne soit n'a pas réussi, soit n'a pas fait le nécessaire pour vendre, oui, je vais vendre, mais la personne, elle n'a pas mis le bien en vente dans une agence immobilière, ni sur Internet. Elle n'a fait aucun effort pour le vendre. Là, on aura fait tout notre possible, donc on récupère le bien, on le revend. Les chouyours aussi exigent que ce soit vendu dans des conditions de marché, c'est-à-dire qu'on le revende au prix de marché, peut-être réduit un petit peu, mais pas comme font les banques aux enchères, etc. Et donc de restituer le reste au client. Donc l'objectif étant d'avoir un traitement des cas d'insolvabilité qui soit le plus humain possible, mais sans non plus que la banque soit lésée. Parce que vous êtes vendeur, vous avez vendu, vous avez le droit d'avoir une hypothèque sur le bien. Il est rapporté que le prophète sallam avait, lorsqu'il est décédé, il avait comment? Voilà, je cherchais le mot en français en fait. Comment en français? Une espèce d'armure, ouais, enfin, bon, un bouclier ou quelque chose comme ça, voilà, qui était en gage, donc une forme d'hypothèque chez un commerçant juif. Donc ça prouve que lorsqu'on contracte une dette, soit par le biais d'un différé de paiement dans une opération commerciale ou par un prêt simple, on a le droit de mettre en face une garantie. De dire par exemple, voilà, je vais vous sécuriser en vous mettant une hypothèque, par exemple, sur ma maison, sur ma voiture ou autre. D'accord? Si vous me prêtez par exemple de l'argent, 10 000 €, je peux vous dire, voilà, on va hypothéquer ma voiture. Si je ne vous paye pas, vous pouvez prendre ma voiture. D'accord? Donc c'est ce qui se passe aussi dans le financement. C'est clair? Ouais, il ne veut plus tourner. Ok. Je vais passer sur ce slide parce que je pense que je l'ai déjà développé en fait. D'accord? Donc on va passer, on en a déjà parlé en expliquant un petit peu les schémas, etc. Alors maintenant on va parler de la musharaka très rapidement, qui est une autre modalité
pour faire du financement immobilier, qui n'existe pas encore aujourd'hui en France, qui est pratiqué notamment en Angleterre, mais qui n'existe pas encore en France, pour une raison principalement, qui est que aujourd'hui, est-ce qu'il y en a certains qui se sont posé la question de, comme on achète avec la murabaha, on achète et on revend. Ça n'a pas fait tilt chez certains de dire on achète, on revend, on va 2 fois chez le notaire. Voilà, donc le problème c'est que quand on va chez le notaire, on paye 8%. D'accord? Quand on vend. Donc si on achète et ensuite on revend, on passe 2 fois. D'accord? Donc 8 et 8, ça fait 16. Ça commence à faire beaucoup. D'accord? Donc ce qu'on a fait, c'est qu'il y a un groupe de travail en fait au niveau un genre de, je sais pas comment dire, en gros qui a été mis en place par Christine Lagarde au sein de Paris Europlace, qui était en fait une petite commission composée de certains spécialistes de la finance islamique en France, dont on faisait partie, et donc qui a fait du lobbying auprès du ministère, donc pour avoir en fait des aménagements. Alors pas de la loi, attention, mais des aménagements au niveau notamment fiscal, pour faire en sorte que les opérations de finance islamique bénéficient d'un traitement équivalent, ou en tout cas le plus proche possible des opérations conventionnelles. Donc on a bénéficié de la publication d'une instruction fiscale en 2010 qui concerne la murabaha. C'est un papier qui a été publié par Bercy, d'accord, par le ministère, au bulletin officiel des impôts. Donc voilà, vous avez dans des textes officiels du ministère, il y a écrit murabaha, il y a écrit voilà, etc. Et donc le texte dit quoi? Très simplement que si on fait une opération d'achat, revente, etc., ok, on va la considérer comme une opération globale et donc on va taxer qu'une seule fois. Alors cette taxe, elle concerne uniquement ce qui revient à l'État. Dans les 8% que vous payez chez un notaire, il y a 5% qui vont à l'État et 3% qui vont aux différents intervenants. Le notaire, la préfecture, les enregistrements administratifs, etc., etc. 3%. Et 5% qui vont à l'État. Donc l'État dit ok, bah moi j'ai bien compris que c'est une seule opération globale, donc je prends 5% une seule fois, pas les 2 fois. Mais du coup les 3% qui restent, malheureusement, ils persistent, ils subsistent dans l'opération, et ce qui fait que l'opération coûte un petit peu plus cher en matière de frais de notaire. Donc en gros elle coûte 11%, alors qu'une opération classique coûte 8%. Et ça on essaye de... Non, ça aussi c'est... Je ne voulais pas rentrer dedans, mais ça fait partie des points qui sont traités par l'instruction. En fait, on considère le ribh, la marge, on va la traiter fiscalement comme si c'était une charge d'intérêt. J'ai bien dit traiter fiscalement, ça ne veut pas dire que ça l'est, mais parce que sinon, effectivement, on serait taxé sur la plus-value et donc ça rajoute encore des couches de frottement, etc. Donc, pour la musharaka, malheureusement, on ne bénéficie pas du document équivalent. D'accord ? Donc, lorsque la murabaha a été publiée, l'instruction, il y en avait 4 qui ont été publiés, qui concernent différents produits, différents contrats, et il y en avait 4 autres qui étaient en préparation. Christine Lagarde est partie, etc. Et du coup, tout s'est calmé. Et donc, ces autres instructions n'ont pas été publiées à ce jour. Elles sont prêtes, elles sont quasi finalisées, elles sont au ministère. Mais après, voilà, le vent politique a tourné. Et donc, pour l'instant, on n'a pas de... Enfin, ils sont sur le répondeur hein, quand on est... Voilà. Donc pour l'instant, on fait 100. Mais c'est pas plus mal. Parce que la murabaha, finalement, on était encore cette semaine en Angleterre. On travaille en partenariat avec notamment l'Islamic Bank of Britain, la banque islamique d'Angleterre. Et en analysant vraiment dans le détail leur opération de musharaka, on se rend compte que finalement, la murabaha, c'est peut-être même mieux. Donc, c'est pas plus mal. Il y avait un khayr derrière ce qu'on pensait être une difficulté. Donc la musharaka, c'est quoi? Très simplement, c'est qu'en fait, la banque et le client vont acheter la maison ensemble. D'accord? Musharaka. Il y a l'idée de shirka dedans. Donc la banque et le client vont s'associer pour acheter ensemble leurs biens. C'est comme si, par exemple, ils constituaient ce qu'on appelle une société civile immobilière, une SCI, et qu'ils achètent ensemble, donc ils sont associés dans la SCI, chacun à hauteur de ce qu'il a apporté dans le financement de l'opération. Et ensuite, donc ils achètent le bien. D'accord ? Une fois que le bien il est acheté, imaginons, le client, lui, il a apporté 20 000 euros sur 100 000 euros, par exemple. Donc il aura 20%
des parts de la SCI. D'accord? La SCI, c'est bon, hein, tout le monde a compris? C'est une société civile immobilière. C'est une coquille qui sert à acheter des biens immobiliers, soit les louer ou autre. Bon. Donc, la banque et le client constituent cette société, cette coquille. Ils achètent et chacun, ils ont une part. Le client a 20%, la banque a 80%. Qui va habiter dans le bien? C'est le client. Donc, comme le client, il est propriétaire que de 20%. Mais lui, il ne va pas habiter que dans le salon. D'accord? Il va habiter dans toute la maison. Donc, les 80% qui ne lui appartiennent pas, il va payer dessus un loyer. Voilà. Donc, il va payer un loyer. On va lui calculer une mensualité, d'accord, globale, par exemple 1000 euros. Et on va dire, dans ces 1000 euros, quelle est la part du loyer? Bah, c'est simple, c'est 80%. Puisque dans la maison, il n'a que 20%. Donc, il paye 80% de loyer. Donc, en fait, dans les 1000 euros, ils vont se répartir 800 euros de loyer, donc qui bénéficient directement à la banque, et 200 euros qui servent à racheter progressivement les parts de la banque dans la SCI. D'accord? Donc, par exemple, à la fin de l'année, le client, il a racheté, 200 euros. À la fin de l'année, il passe de 20% à 25%, par exemple. D'accord? Du coup, comme il est passé à 25%, l'année suivante, quand il va payer 1000 euros, eh ben, il y aura 750 pour le loyer, 250 pour l'achat des parts, etc., etc. Et du coup, il va accéder progressivement à la propriété jusqu'à ce qu'il arrive à 100% et que la banque, elle s'en aille. D'accord? Donc, c'est une modalité qui est pas mal, qui est assez ingénieuse. D'autant plus que pour ceux qui sont un peu financiers, bah, vous voyez tout de suite que ça reproduit à l'identique un schéma d'amortissement. D'accord? Donc c'est très ingénieux parce que Shar'an, on est dans quelque chose qui est vraiment intéressant. Mais en même temps, on reproduit un mécanisme financier qui est l'amortissement en fait. Le schéma d'amortissement, vous savez, quand vous faites un prêt, contractez un emprunt à intérêt, au début vous payez que des intérêts, quasiment. D'accord? Et ensuite, petit à petit, la charge d'intérêt, elle descend et le capital, il remonte. Donc ça veut dire que si vous sortez d'un crédit au bout d'un an, vous avez quasiment rien remboursé. Vous avez payé que des intérêts en fait. D'accord? Donc vous voyez dans ce qu'on appelle le tableau d'amortissement, vous avez toutes les mensualités que vous payez, la composante du capital et la composante des intérêts. Et vous voyez qu'en fait les montants, ils augmentent au niveau du capital et ils baissent progressivement au niveau des intérêts. Et ça s'inverse comme ça. Et c'est exactement la même mécanique qui s'opère dans la musharaka. Mais dans une SCI, là, Oui. quand le client il a tout fini de payer, il y a un autre contrat de vente ou comment ça se passe? Non, c'est terminé. Là, en fait, là, il devient propriétaire de 100% des parts. Donc, il n'y a pas de. En fait, c'est une vente progressive. À chaque fois, alors après, on va définir une périodicité. Par exemple, on ne va pas faire tous les mois un rachat de parts, on va chez le notaire, voilà, là, il a plus 20%, il a 20,5%, etc. On le fait, par exemple, tous les 3 mois, ou tous les 6 mois, ou tous les ans. D'accord? Et donc, il va monter comme ça de 20 à 25, à 30, à 35, etc. jusqu'à arriver à 100. Quand il arrive à 100, bah, c'est terminé. Il n'y a pas besoin d'opérer une vente puisque le client il est déjà propriétaire de 100% de la. D'accord? Il a le droit de vendre avant la fin de l'échéance. Le client? Ouais. Le client a le droit de vendre, ouais. Il a le droit de vendre comme il a le droit de racheter également par anticipation. Il vend, oui, bien sûr. En fait, s'il vend, en fait, lui, il a le droit de déclencher la vente du bien. D'accord? Mais bien entendu, au final, lui, il va récupérer que la valeur de ses parts, puisqu'il a qu'une certaine valeur. D'accord? Au niveau des taxes foncières. Au niveau des? Fonciers. Alors ça, c'est des points qui aujourd'hui ne sont pas encore complètement traités, parce que comme je vous l'ai dit, on a avancé sur un certain nombre de points, notamment ce qui concerne la fiscalité sur le traitement des rachats de parts, parce que dans une SCI, je ne vais pas rentrer dans ce détail, mais dans une SCI, en fait, quand vous rachetez une part d'une SCI, c'est comme si vous rachetiez un bien immobilier. Donc il y a un traitement aussi, il y a des frais de notaire. Ce qui voudrait dire qu'à chaque fois qu'on achète une part, on paye des frais de notaire dessus, etc., etc. Et ce qui rendrait l'opération beaucoup trop chère. Ça, c'est l'un des points qui sont traités dans l'instruction fiscale, qui est en attente au niveau du ministère et qui n'est pas publié. Du coup, sur un certain nombre d'autres problématiques qui sont plus soft, en fait, on a mis le sujet de côté le temps qu'on nous dise « Ok, on se remet au boulot et là, on va traiter ça ». Mais là, typiquement, la taxe foncière, ce sera réparti. Et il n'y a pas de problème. En fait, souvent, il y a des mécanismes, ce qu'on appelle des mécanismes de refacturation. C'est-à-dire que dans le loyer, la banque, elle va déjà calculer ce qu'elle va. Voilà, c'est comme vous faites demain, vous
vous louez un bien immobilier qui vous appartient, vous le mettez en location, vous allez calculer déjà ce que vous allez payer en termes de taxes foncières. Tous les frais qui incombent à ce bien immobilier, vous allez les calculer pour les intégrer dans le loyer, de manière à ce que ce soit au final couvert par les loyers qui sont payés par le locataire. Donc c'est la même mécanique qui s'opérera sur un contrat de Mouchar. Excusez-moi, si vous voulez bien, on va pousser jusqu'à 22h30, à peu près un quart d'heure, 5 minutes si ça passe le temps de... Ouais, on va clôturer rapidement. 5 minutes après où on pourra faire des échanges, questions-réponses. Il est déjà... Ah, Allah Akbar. Je suis vraiment désolé. Je m'en doutais, mais bon. On va essayer de passer plus rapidement, Inch'Allah. Comment financer? On a fini sur l'immobilier, on passe au financement d'automobile. Donc, aujourd'hui, ce qui existe, grosso modo, 2 modalités pour acheter une voiture. À crédit, hein, j'entends. Parce que vous pouvez l'acheter cash, donc ça fait 3 modalités. Après, il y a 2 modalités de financement. La première, c'est le crédit classique, un prêt d'argent. La deuxième, c'est le leasing. On revient à ce que je disais tout à l'heure, leasing ou location avec option d'achat. Les deux sont illicites. D'accord? Chacune pour des raisons différentes, mais les deux sont illicites. Le crédit, parce que c'est un prêt à intérêt simple, donc c'est du riba, c'est de l'intérêt. Et la deuxième possibilité, donc, qui est la location avec option d'achat, les problèmes qui se posent dedans, alors dans l'essence, ça semble correct. D'accord? La banque achète la voiture, elle vous loue la voiture pendant un certain temps, et ensuite vous avez une option d'achat à la fin. Donc la banque, elle amortit le véhicule au fur et à mesure des loyers que vous payez. Et puis ensuite, à la fin, il y a une option d'achat. Souvent, elle est dérisoire, c'est 1 euro symbolique ou un truc. Parce que le véhicule est déjà amorti et la banque a déjà gagné ce qu'elle avait gagné dans l'opération. Donc ça, quand on présente la chose comme ça, de manière très basique, ça semble correct. D'accord? Mais en fait, quand on rentre dans les détails des contrats, il y a un certain nombre de problématiques, comme par exemple la prise en charge des assurances. En fait, ce qui pose problème, pour vraiment schématiser, c'est la répartition des responsabilités entre le propriétaire et le locataire. D'accord? En fait, ce que font les banques ou les concessionnaires, mais en général les concessionnaires, enfin en général c'est quasiment tous, derrière ils ont une banque. Soit c'est une banque tierce, soit c'est la banque du groupe. D'accord? Donc vous allez chez Volkswagen, il y a Volkswagen Bank derrière. Donc la banque c'est la banque qui fait le crédit derrière. Ce qui pose problème, c'est que dans une location avec option d'achat, vous voyez bien, ça s'appelle location. Mais en réalité, dans le contrat, ils vont prévoir toutes les modalités pour que l'ensemble des responsabilités qui ont trait normalement à la propriété, qui sont associées à la propriété, en tout cas d'un point de vue sharaï, elles sont remises sur le locataire. Et donc au final, c'est pour ça aussi que vous voyez les gens souvent quand ils ont un leasing, pour eux ils sont propriétaires de leur voiture. Hein. Parce que c'est pareil, ils ont quasiment tout, quoi. D'accord? Donc les notions de responsabilité, après ça se matérialise par quoi? Les assurances, les cartes grises, etc. etc. Donc c'est grosso modo ces points-là qui posent problème. Donc on voit que dans la location avec option d'achat, à quelques petits aménagements près, ce serait possible en fait d'en faire un contrat de financement conforme à l'éthique musulmane et qui s'appelle, c'est l'ijara, ce qu'on appelle l'ijara en finance islamique, en arabe tout simplement. Location, bitamlik, donc avec une prise de propriété à la fin. Donc voilà grosso modo pour ce qui est du financement automobile. Et comme je vous l'ai dit tout à l'heure, on pourrait également le faire sous forme de murabaha. On pourrait aussi le faire comme ça. La banque achète la voiture, elle revend la voiture avec une marge et un échelonnement du paiement. Pour le moment, ça n'existe pas. Financement automobile, pour l'instant, ça n'existe pas. On y travaille. On a travaillé pendant un certain temps avec un gros constructeur français. Et malheureusement, c'est tombé juste avant les élections présidentielles. Et du coup, encore une fois, le calendrier politique a eu raison de notre bonne volonté. Et donc, ça a été mis en sommeil. Donc, on espère, Inch'Allah, que ça revienne bientôt sur la table. Alors, ensuite, je passe à ce qui concerne le financement des entreprises. Donc, pour le financement des professionnels, ce qu'il faut se mettre en tête, c'est que, grosso modo, on va dissocier 2 typologies de financement. Le financement bancaire et le financement non bancaire. Le financement bancaire, c'est tout ce dont j'ai parlé avant. Je veux financer un bien immobilier, mes locaux commerciaux, pas le fonds de commerce, attention, les locaux, les murs. Je veux financer mes murs,
je veux financer mes véhicules, je veux financer mon mobilier. Ça, c'est des choses qui se marient très bien avec un financement bancaire sous la forme d'un contrat de vente, murabaha ou ijara. D'accord? Aujourd'hui, nous, on va commencer à le faire, Inch'Allah, début 2014, là, pour les locaux commerciaux, donc avec la murabaha. Donc pour l'instant, on faisait que le résidentiel, pour les particuliers, résidentiel, résidence secondaire, investissement locatif, mais on ne faisait pas pour les professionnels. Là, Inch'Allah, on va commencer à faire pour les professionnels. Donc voilà, il y a la catégorie des besoins qui peuvent trouver une réponse dans les solutions bancaires. Et ensuite, il y a le reste. Le fonds de roulement, le fonds de commerce, la trésorerie, les stocks, etc. Ça, on ne peut pas financer de manière bancaire. Pourquoi? Parce qu'on revient à la notion qu'on a évoquée tout à l'heure de partage des pertes et profits. Aujourd'hui, les banques, elles ne savent pas gérer ça. C'est-à-dire que venir voir une banque déjà conventionnelle et lui dire, écoutez, on va faire de la murabaha, vous allez acheter le bien, ensuite le revendre, déjà, il saute au plafond. D'accord? Pourtant, c'est une opération qui a un risque, mais c'est quand même beaucoup plus sécurisé que, par exemple, si on fait une musharaka avec un professionnel. D'accord? C'est une prise de risque totale sur le projet de l'entrepreneur. S'il n'est pas sérieux, si son business ne marche pas, la banque perd de l'argent. C'est vraiment très risqué. Alors que la murabaha, c'est quand même assez maîtrisé. D'accord? Il y a un temps où il y a un risque, si la maison brûle, etc. Mais ensuite, c'est bien maîtrisé. Il y a une hypothèque, on trie les dossiers pour être sûr que c'est des gens solvables, etc. Donc voilà. Et malgré ça, les banques ont peur déjà de la murabaha. Donc souvent, quand on a affaire à des banques, quand on commence notre présentation comme je vous ai fait là, de manière un peu plus détaillée, à un moment, ils s'arrêtent comme ça, ils disent attendez, mais vous voulez faire de nous, vous voulez faire de nous des commerçants? Nous, on n'est pas des commerçants, on est des banquiers. C'est ça, vous avez très bien compris. Et souvent, d'ailleurs, ils comprennent beaucoup mieux que le musulman lambda. Le musulman lambda, quand on lui explique, il dit non, c'est un crédit, blablabla. Eux, ils comprennent très bien. Ce que j'ai fait, là, prêt-intérêt, truc, lui, dans sa tête, c'est clair. En 2 secondes, il a compris. Et il dit, mais moi, je ne suis pas un commerçant. Vous êtes fous, je ne vais pas prendre le risque d'acheter des maisons, me retrouver avec des maisons sur mon bilan. Vous êtes malade. Mais voilà, après, bon, on leur explique ce qu'il y a aussi à gagner dans tout ça. Mais pour vous dire que les financements bancaires se marient aujourd'hui avec certains besoins et moins bien avec d'autres. Donc, on a pensé à d'autres mécaniques pour le financement des professionnels. Donc, notamment, un premier financement qu'on a fait, c'était en 2012, avec une chaîne de restauration que peut-être vous connaissez, qui est basée à la maison mère est à Dubaï. Ils sont un petit peu partout dans le monde, qui s'appelle Al Farrouj. Donc aujourd'hui, ils sont à 3 restaurants en France. Ils ont ouvert le premier avec lequel on avait commencé les financements sous forme de soukouk. Donc en fait, soukouk, oubliez ça, hein. Juste savoir que c'est un outil de financement, c'est pas des gâteaux ou autre chose que souvent on nous a demandé. Donc c'est pas non plus un produit qui se vend chez Al Farrouj, donc il ne faut pas leur demander je veux un menu soukouk ou je sais quoi. C'est une modalité de financement participatif. Donc en gros, on met autour de la table des investisseurs qui croient au projet, qui ont étudié le projet, tous les détails, etc. Et ensuite, ils veulent investir et prendre part au projet. C'est-à-dire qu'ils partagent les pertes et les profits. Ils croient au projet. Alors, ce n'est pas de la prise de participation. Donc, pour ceux qui connaissent un petit peu, ce n'est pas des actionnaires. D'accord? Ce sont des investisseurs avec une sortie qui est déjà prévue à l'avance, etc. Mais il y a une composante de partage de pertes et profits. Donc voilà, on avait fait le premier financement en 2012 et puis entre-temps d'autres se sont faits, alhamdoulilah. Mais ça reste quand même quelque chose d'assez limité parce qu'il faut vraiment maîtriser le projet sous-jacent, le projet de l'entrepreneur et c'est délicat. C'est délicat parce qu'il faut connaître les personnes. On ne sait jamais, un entrepreneur il vient, partage des pertes et profits. Masha'Allah, c'est parfait pour moi. Si je gagne, on y va. Si je ne suis pas sérieux, de toute façon c'était l'argent des autres, ils ont partagé les pertes, tant pis pour eux. D'accord? Donc ça c'est vraiment un risque très très difficile à gérer. Pour ceux qui ont fait un peu d'économie, c'est ce qu'on appelle l'aléa moral. D'accord? Le fait de mettre des investisseurs dans un projet avec un porteur de projet, et puis du coup lui il n'est pas sérieux. On ne lui a pas appris dans son éducation islamique ce que c'est l'amana, le fait de gérer les affaires des autres mieux que les siennes. Et du coup, bon, c'est pas mon argent, hein. J'étais un peu négligent, mais c'est pas grave. Et donc c'est très difficile de développer de manière industrielle ce produit de financement. Et donc on a pensé à autre chose, sur lequel on travaille depuis 2 ans et qui arrive à peine aujourd'hui. On attend juste quelques précisions de la loi. Donc, est-ce qu'il y en a qui ont déjà entendu parler de crowdfunding? Oui?
Tu peux nous en dire 2 mots? Non, je parlais aux frères, mais s'il y a des sœurs qui ont entendu parler, on vous écoute. Déjà, crowd, ça veut dire quoi? Ce qu'on fait de l'anglais un peu. Foule. Voilà. Donc, crowd, c'est la foule. Funding, c'est le financement. Donc, le financement par la foule. D'accord? Grosso modo, qu'est-ce que c'est? Plusieurs personnes participent, c'est ça un projet. Voilà. Voilà. Donc, l'idée, c'est de mettre sur une plateforme en ligne, sur Internet, des projets. Donc, les personnes viennent exposer leurs projets, présentent leurs projets, développent, etc. Et d'un autre côté, vous allez avoir des financiers. D'accord? Qui, eux, sont intéressés soit pour investir, soit pour prêter, soit pour donner, en fonction de la nature du projet. D'accord? Et donc, vous allez avoir des projets, soit, par exemple, d'associations, soit d'entrepreneurs, et donc, ils vont venir présenter leur projet et solliciter des financements. D'accord? Et ensuite, c'est la foule qui répond. Donc, pourquoi est-ce que c'est un concept qui se développe énormément ces dernières années? Parce qu'en fait, ce qu'on voit, c'est que, comme c'est la foule, les risques sont dilués. C'est-à-dire qu'en fait, les personnes qui investissent, du coup, ils n'investissent pas beaucoup. Parce qu'il y a, peut-être là, tout à l'heure, par exemple, je vous ai montré Alpha Rouge, c'est 500 000 euros. Et il y avait une vingtaine d'investisseurs. Ça fait 25 000 euros par tête en moyenne. C'est beaucoup quand même. Alors que Alpha Rouge, si vous mettez 1000 investisseurs, ça fait 500 euros. 500 euros, bon, ils reviennent pas, c'est pas la fin du monde. D'accord? Et du coup, ça s'est beaucoup développé par ce concept-là de financement par la foule, de diluer les risques, diluer le financement. Donc voilà, on est en train de préparer une plateforme qui, Inch'Allah, sera mise en ligne, on espère rapidement, qui s'appelle Easy Up. Easy parce que c'est notre label, éthique à sensibilité islamique. Up parce que la vision, c'est de faire décoller les projets. Donc pour l'instant, le site est là, vous pouvez déjà le visiter. Par contre, la plateforme n'est pas encore là parce que toutes les plateformes de crowdfunding connues, pas dans la finance islamique, mais autres, vous pouvez chercher sur Internet, Kickstarter, KissKissBankBank, WeSeed, etc. Vous trouverez des noms très intéressants et vous découvrirez le concept qui en soi est islamique. En fait, il y a la réglementation bancaire. Les banques, elles ont eu peur en fait de ça. Les banques, elles ont vu venir le truc, elles ont dit oh là là là, attendez là, ils vont nous prendre ils vont nous manger notre gâteau. C'est pas possible. Donc ils sont montés au créneau. Donc les lobbies de banques, ils sont allés voir les dirigeants et donc en disant c'est pas possible, il faut réglementer ça, il faut les arrêter. En gros, il faut leur mettre des bâtons dans les roues en passant par de la réglementation, par des lois. Et donc là, on attend une réglementation claire et définitive sur le crowdfunding. Comme c'est en cours actuellement, c'est en discussion au Parlement, etc. Du coup, on a préféré attendre quelques mois pour lancer la plateforme en réel, puisque sinon, on aurait eu le risque de tout changer au bout de 3 mois. Et voilà. Le problème qui se pose dans ce cas, c'est qu'on ne sait pas si l'argent des participants, est-ce que c'est halal ou non. Parce que je peux faire, par exemple, un crédit. C'est une bonne question. C'est une bonne question. Et est-ce que quelqu'un... peut-être quelqu'un peut répondre à sa question. En fait, votre question, c'est la question de la provenance des fonds. Ouais. D'accord? La provenance des fonds. Est-ce qu'on a une obligation d'un point de vue religieux de vérifier la provenance des fonds, soit d'un investisseur, d'un donateur, d'un commerçant, etc.